démarrer notre table ronde consacrée cet après-midi au volet littérature jeunesse du Festival du Premier Roman. Depuis quelques années, Lecture en Tête invite, parmi les primo-romanciers sélectionnés, 2 romanciers qui viennent d'écrire un premier roman dans l'édition jeunesse ou dans une collection pour la jeunesse. Cette année, nous avons donc 2 invités. Emmanuel Pirotte, à mes côtés, qui donc vient de sortir le roman Au bord du monde à l'École des loisirs dans la collection Médium. Et Gildas Guyot, voilà, qui vient de sortir Vindicte dans son éditeur habituel, Inuit, dans la collection Faction, qui est une collection destinée aux grands ados, jeunes adultes. Voilà. Tous les 2, vous n'êtes pas ce ne sont pas vos premiers romans. Vous avez tous les 2 une œuvre dans la littérature générale. Emmanuel, tu as publié, si j'ai bien compté, 7 romans avant celui-ci, chez ton éditeur habituel, Le Cherche Midi. Le premier roman que tu as publié, qui s'appelait Today We Live, avait obtenu de nombreux prix, et notamment un prix des jeunes lycéens franco-belges, voilà, en Belgique. Voilà. Gilda, toi, tu as déjà été invitée au festival en 2020, mais en raison du Covid, tu es venue en 2021, si je me rappelle bien. Et tu as donc maintenant ce 3e roman, parce qu'entre-temps, il y en a eu un autre. Ça, c'est donc le 3e, qui a fait partie cette année de la sélection pour le prix Vendredi. Le prix Vendredi qui est un prix maintenant assez connu en littérature jeunesse, une sorte de Goncourt de la littérature jeunesse. Tu étais cette année dans la liste des œuvres sélectionnables pour ce prix. Alors, cette table ronde a pour objectif de répondre à un certain nombre de questions autour de la littérature pour ados, notamment de se poser la question de la frontière entre la littérature dite pour ados et la littérature générale. Est-ce que cette frontière est si marquée que ça ? Est-ce qu'il y a une certaine porosité entre les 2 catégories littéraires ? Qu'est-ce que ça change pour un auteur d'écrire un livre pour ados alors qu'il écrivait autre chose auparavant ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on s'interdit, des choses qu'on change dans son écriture ? Enfin, voilà, on va se poser toutes ces questions et essayer d'y répondre voilà, pendant cette heure qui suit. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de ces questions, et parce que peut-être que toutes les personnes dans notre auditoire n'ont pas lu vos 2 romans, on va vous demander de présenter en quelques phrases de quoi parle votre livre. Donc peut-être commencer par Emmanuel. Vas-y, tu nous dis en quelques phrases. Bonjour tout le monde. Alors, Au bord du monde, c'est en quelques mots l'histoire de 2 jeunes gens qui viennent de milieux très très différents. Il y a d'une part Trinity qui vit aujourd'hui dans le Grand Manchester en Angleterre et qui est d'origine anglo-romanie, donc ces Roms qui sont installés en Angleterre au XVIe siècle et qui se sont progressivement sédentarisés, qui vivent aujourd'hui dans des espèces de campements permanents et qui est en crise avec sa famille. Elle a 15 ans, on veut la marier, elle n'a pas du tout envie de ça, elle est très rebelle et elle va décider de fuguer en fait avec son cheval, sa vieille roulotte, ils gardent précieusement les vieilles roulottes ancestrales, et son chien. Et de l'autre côté, il y a Terence qui lui habite dans une sinistre banlieue avec des sinistres parents. Il a 16 ans, il est un peu surdoué, un peu mal dans sa peau, un peu seul, et lui quitte sa maison par la fenêtre parce que son père en fait est très très maltraitant.
Et ces deux jeunes en crise vont se retrouver en pleine sauvagerie, en plein milieu de cette région très sauvage qui se situe à l'est de Manchester et qui est joignable à pied très facilement. On se retrouve très vite dans un endroit perdu. Et ça va être une rencontre assez fracassante puisque c'est un vrai coup de foudre et qu'ils vont vivre coupés du monde dans la découverte de l'amour et de la liberté. Eh bien, à toi, Gilda, dans un univers complètement différent. Là, c'est pas l'univers qui va rassembler. Il y a quand même l'histoire d'amour, peut-être qu'on peut peut-être faire un parallèle entre les deux. Voilà. Bonjour d'abord. Et donc moi, c'est l'histoire d'Arsinoé Ouvrard. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années au moment de la libération et qui est tondue en place publique pour avoir commis le crime d'être tombée amoureuse d'un Allemand sans avoir participé plus que ça à la collaboration. Mais voilà, donc elle est condamnée à ça un petit peu d'une manière arbitraire. Et donc c'est un instant très court parce que c'est juste ce passage face à, c'est cette sanction qu'on lui inflige à travers son prisme. Et donc c'est d'une manière très subjective où elle décrit tout ce qu'elle ressent au moment où on lui rase la tête en fait. Donc c'est pour ça que le format, c'est pas pour ça que le format est court parce que c'est problème d'édition ça, mais voilà, c'est vraiment essayer de rester sur un instant très court au moment où elle se fait raser et tout ce qui lui passe, tout ce qui traverse la tête, comment elle essaie d'échapper à ça à ce moment-là, et on revient un petit peu sur son histoire, comment elle en est arrivée là, et voilà, c'est cette histoire-là. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ce texte s'est créé? Est-ce qu'on sait donc Inuit, c'est ton éditeur, où tu avais publié le goût de la viande notamment. Est-ce que c'est l'éditeur qui s'est rapproché de toi en te demandant d'écrire un texte pour la jeunesse? Est-ce que c'était une envie de ta part? Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une envie depuis longtemps d'écrire pour la jeunesse parce que j'ai essayé d'écrire pour ma fille depuis pas mal de temps, mais je trouvais ça toujours nul en fait. Tout ce que j'écrivais en essayant de m'adapter à l'âge de ma fille, je trouvais ça toujours complètement mièvre et sans intérêt. Et donc j'y arrivais pas. Donc au début, quand ils m'ont proposé de faire ce projet-là, j'étais très sceptique. Et au début, je leur avais dit non. Et puis j'avais cette histoire qui trottait en moi dans ma tête, mais pour en faire un roman, plutôt littérature générale. Et puis je peinais sur un autre projet, ce qui fait qu'à un moment je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de commencer à écrire cette histoire-là. Et donc je les ai rappelés, j'ai une histoire, mais je leur ai dit elle est quand même assez dure. Est-ce que ça vous intéresse si j'essaye quand même de la développer pour cette collection-là, sachant que j'avais moi le début et j'avais la fin, et que je voulais surtout pas toucher à la fin parce que pour moi cette histoire-là elle ne pouvait pas avoir d'autre fin que celle-ci. Et donc je leur ai raconté la fin pour être sûr que ça puisse coller à la ligne éditoriale de la collection. Et ils m'ont dit oui, vas-y, fonce. Et surtout, tu ne te poses pas de question de savoir si c'est pour les ados. La seule contrainte que tu vas avoir, c'est le format. On veut des formats qui soient pas trop longs parce que pour un public qui peut être réticent à la lecture, on pense que d'avoir des histoires fortes, mais sur des petits formats, ça peut fonctionner. Donc la seule contrainte que j'ai eue moi sur l'écriture du texte, en vérité, c'est le nombre de caractères et de pages, quoi. Effectivement, cette collection qui s'appelle Faction pour les ados, ce sont toujours des textes très très courts et des textes sur des thématiques aussi très fortes. Donc, c'est le but de cette collection, effectivement d'essayer de marquer un petit peu les esprits et surtout d'amener à interroger en fait le lectorat sur des problèmes divers et variés de la société, que ce soit d'un point de vue historique ou pas d'ailleurs, parce que moi je le traite d'un point de l'histoire, mais dans toute la collection il y a des choses qui sont très ancrées dans le quotidien actuel de notre époque, quoi. Et le choix de ce titre, c'est toi qui l'as eu, Vindicte? Pourquoi ce titre? Pourquoi... Non, c'est un débat un peu le titre. Moi au début je voulais l'appeler juste Arsinoé Ouvrard, qui était le nom de l'héroïne du livre, et puis de mettre juste en dessous ses dates de naissance et de mort, un peu comme une pierre tombale, vraiment le truc très austère. Et parce que je trouvais que c'était important de sortir ces femmes-là qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas voulu parler, enfin tout ce qui a été passé sous silence. Et je trouvais que donner le nom de l'héroïne, c'était un petit peu sortir de l'anonymat toutes ces femmes qui n'ont pas pu parler. Et puis en discutant avec mon éditrice, elle trouvait que en fait ça parlerait à personne de passer devant un livre qui s'appelait Arsinoé Ouvrard, dans la mesure où c'était pas un personnage historique, et qu'il fallait qu'on lui trouve un titre un peu plus accrocheur, même si elle comprenait la démarche. Et donc du coup on est tombé sur ce consensus de Vindicte, même s'il y en a eu d'autres entre temps, et voilà, on s'est mis d'accord sur celui-ci.
je reste un petit peu avec toi, Gilda. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Faction, cette collection ? Parce que, alors faction, il y a un peu deux significations. Soit être en faction, c'est un terme, faire monter la garde, voilà. Ou alors la faction considérée comme une scission dans un groupe, d'un autre groupe. Non, je n'ai pas la réponse dans le sens où mon éditrice ne me l'a pas dit, mais moi je l'ai toujours pris comme la première version, c'est-à-dire qu'effectivement ce côté un petit peu de monter la garde. Monter la garde, d'être en veille. D'être en veille, ouais. Moi je l'ai toujours conçu comme ça dans ma tête, mais je n'ai pas la réalité des faits. Ok, d'accord. Emmanuel, et toi, comment en es-tu venu à... Donc, Moi, c'est un parcours qui était un peu similaire à celui de Gildas, finalement, puisque moi, pour le coup, j'avais jamais essayé d'écrire pour la jeunesse avant, mais j'avais un gros a priori sur la jeunesse que je connaissais assez mal pourtant, mais qui me semblait quand même, pour ce que j'en entendais par mes filles d'abord, qui ont eu des livres jeunesse dans les mains quand même un certain nombre de fois à l'école, et par d'autres ados, etc., qui semblaient un peu, comme disait Gildas, un peu lisse, un peu mièvre, et chaque année passant, le devenant de plus en plus, parce qu'il y a quand même des auteurs jeunesse. Je me souviens, une de mes filles était tombée en arrêt devant un livre de Anne-Laure Bondou, qui était tout sauf mièvre. Et là, je me disais, et elle m'avait dit, maman, ça, c'est bien. Et en effet, seulement des Anne-Laure Bondou, ça ne courait pas les rues. Et donc, quand une éditrice de l'École des loisirs est venue m'aborder au Salon de Paris en me disant, j'ai lu certains de vos livres, c'est très romanesque, moi je trouve que vous feriez de la bonne littérature jeunesse. D'abord, évidemment, c'est toujours flatteur. C'est une bonne manière d'aborder un écrivain. Hein, c'est pas idiot du tout. Mais quand même, j'étais moi aussi très sceptique. Et elle me dit, est-ce que vous avez envie d'écrire pour nous ? Et j'ai d'abord dit non. J'ai dit, écoutez, je suis vraiment désolée, ne le prenez pas mal, mais non, en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de ne pas être libre. J'ai peur de devoir tout le temps me contraindre à faire des angles ronds, en fait. Et moi, je suis très libre dans ce que j'écris. Et bon, parfois, c'est même un peu... mon dernier roman, Homo cherche midi, est quand même un peu trash. Et j'ai pas du tout envie de me contraindre à ça. Elle me dit, mais vous aurez une totale liberté. Ok, elle m'avait garanti ça, ce qui était... on va dire un demi-mensonge, parce que la totale liberté en jeunesse, en fait, n'existe pas. Et je ne jette pas la pierre à un éditeur ou à un autre. Je dis juste que je crois qu'on est vraiment dans une époque où il y a une forme de... C'est un mot très dur que je vais utiliser, mais que j'ai ressenti, une forme de censure un peu molle, un peu sans visage, un peu... voilà, qui plane, et les éditeurs jeunesse ont très peur dans une époque où, peut-être plus que les éditeurs généraux, dans une époque où on est tout le temps en train de craindre de blesser des gens, voilà, des gens appartenant ou non à des minorités. On a tellement tout le temps peur de blesser que finalement on ne s'exprime plus, et on a des langues de bois en jeunesse. En tout cas, c'est vraiment fort comme ça. Moi, j'ai pu comparer des œuvres d'auteurs de littérature générale qui se mettent à écrire en jeunesse, et là où je les aime en littérature générale, je les trouve parfaitement insipides en jeunesse. Donc, bon, voilà, moi j'ai débarqué là-dedans comme ça, j'ai écrit Au bord du monde, qui finalement est tout à fait, vraiment, vraiment le livre que je voulais écrire. Je ne me suis pas trahie, mais ça n'a pas été sans quelques bras de fer, voilà. Avec ton éditrice ? Oui. D'accord. Bien sûr, et je sais que la dernière fois que je vous l'ai dit, il y avait quelqu'un de la maison d'édition dans la salle et on ne savait rien, puis elle est venue me voir en disant « Ouais, vous êtes très dur avec nous ». Je dis « C'est comme ça, hein, moi je dis les choses comme elles sont, et je ne vous blâme pas, et je peux comprendre que ce soit compliqué pour des éditeurs jeunesse, en plus l'École des loisirs qui ont quand même un lectorat très tradit et tout ça. Je sais que c'est... Voilà, si, quand même, de manière générale, c'est leur réputation. C'est une excellente maison. Après, mais voilà, bon, ils ont une histoire. Ils ont une histoire, ils ont une tradition. Ils ont quand même, excuse-moi, à une époque, porté des textes assez dérangeants. Oui, je pense à Christophe Honoré, Tout contre Léo, mais Papa de maman, c'était etc. une époque, tu vois. Oui, et là, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, parce qu'effectivement, il y a ça aussi à l'École des loisirs, et c'est une maison qui est solide, qui a une base incroyable, des auteurs formidables, etc., mais qui malheureusement est un peu comme beaucoup de maisons jeunesse ou de maisons d'édition qui ont une collection jeunesse, qui sont aujourd'hui dans une espèce de
de panique d'être mal interprété, d'être mal jugé, de perdre des lecteurs. Bon, c'est un monde différent, le monde du livre. Enfin, c'est un monde difficile, le monde du livre aujourd'hui, très difficile. Et je pense que c'est plus compliqué peut-être encore en jeunesse. Donc voilà, moi, l'histoire de ce livre, elle est celle-là. Je l'ai écrit, je me suis un peu battue pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. À côté de ça, je dois le dire, mon éditrice m'a apporté des choses qui ont amélioré aussi le livre. En termes de structure, en termes de rythme. Il y a eu des choses qui ont été vraiment partagées. Et là, travail d'éditeur, parfait, super, génial. Par contre, voilà, il y a des choses que je me suis battue pour laisser. Parce que, bon, Trinity est une gamine qui a une forme de rage très, très virulente et qui l'exprime parfois de façon un peu agressive. Ça fait partie du personnage et je ne voulais pas en faire quelqu'un de plus lisse que ça. Et il y avait ce contraste avec Terence qui est très pudique, etc. Donc, je voulais des personnages aussi contrastés que dans un roman adulte. Donc voilà, mon expérience, moi c'est ça, et mais je sais pas trop d'ailleurs. En fait, je suis très partagée. J'ai très envie de continuer parce que l'idée d'écrire quand même avec un public particulier, c'est excitant d'écrire pour des jeunes gens. Moi j'aime les jeunes gens, j'adore aller à leur rencontre, j'aime bien les bons. Mais en même temps, la peur de ne pas avoir une totale liberté, bof. Alors par contre, pour le coup, la maison d'édition de Gildas. Peut-être tu vas le dire, j'en sais rien, mais ce que j'allais dire, c'est voilà. que moi j'ai pas du tout eu ce ressenti-là parce que effectivement on m'a laissé carte blanche sur le texte et alors on m'avait promis effectivement la même chose que toi, mais moi j'ai pas l'impression de pas l'avoir eu quoi. J'ai vraiment pu écrire le texte comme je le voulais. Rien n'est, enfin, on a travaillé après sur le texte sur des choses qu'on pouvait améliorer ou des choses comme ça, mais qui ne trahissaient pas le fond du texte et de l'histoire. Et donc moi je me sens entre guillemets totalement en désaccord, mais c'est mon expérience personnelle par rapport à ce que toi tu as pu ressentir, mais en même temps je n'ai écrit qu'un texte de jeunesse et donc j'ai eu peut-être de la chance d'être tombé dans la bonne maison d'édition pour celui-ci. Mais ce que tu ne dis pas, ou alors j'ai mal compris, est-ce que cette maison d'édition, est-ce que Inuit n'est pas justement une maison qui a créé une collection jeunesse pour faire le pendant de toutes ces collections jeunesse qui ont la réputation, et souvent c'est vrai, d'être un peu lisses, pour offrir aux adolescents quelque chose qui soit plus frontal, d'aborder des thèmes compliqués qu'on n'aborderait pas nécessairement dans d'autres maisons. Tu vois, est-ce qu'ils ne font pas la différence quand même? C'est ce qu'ils disent, mais après j'ai l'impression que toutes les maisons d'édition le disent aussi. Ils cherchent tous à avoir une singularité vis-à-vis des autres maisons d'édition. Oui, mais quand une maison d'édition dit parce qu'on ne prend pas les ados pour des cons, oui, bien sûr. C'est ce qu'eux disent. Hein. C'est formidable, moi j'adore. Hein. Mais quand on le dit comme ça, c'est quand même une manière de s'affirmer et de créer une identité qui est forte et qui est en marge d'un courant qui est de prendre les ados pour des cons. Je ne sais pas si je serais aussi radical que ça. Moi je trouve malgré tout, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est que nous, enfin moi à mon époque déjà, il n'y avait pas de littérature jeunesse, c'était de la littérature générale, et il fallait chercher ce qui allait nous toucher ou pas nous toucher là-dedans. Aujourd'hui, on leur propose des choses, ce qui est déjà une chance énorme. Et après, il y a aussi cette question qu'il faut se poser par rapport à la littérature adolescente, c'est qu'est-ce que l'adolescence, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit? Et à partir de ce moment-là, ça change le prisme de ce qu'on considère comme mièvre ou pas mièvre, parce que moi je pense que mon livre, malgré tout, il est très dur, et que je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui a 12 ans, alors qu'il y a des gens qui, à 12 ans, ont déjà... C'est ce que j'avais envie effectivement de glisser ici, ma petite remarque sur les deux collections. Faction clairement est orientée vers des grands ados, des jeunes adultes. Médium de l'école des loisirs, ça peut démarrer dès 12 ans jusqu'à... 13 plus quand même, oui, 13-14 plus. Voilà, mais bon, selon la maturité des lecteurs, selon leurs habitudes de lecture, c'est une collection qui est quand même beaucoup plus... j'allais dire généraliste, oui c'est peut-être ça quoi. On n'a pas ce positionnement quasi militant qu'il y a dans Faction, et du coup Faction on comprend pourquoi. Hein, voilà, je crois que c'est... Voilà. Mais c'est bien, du coup on a deux exemples différents. Donc, il y a une variété dans l'édition jeunesse quoi. Il y a une variété dans l'édition jeunesse qui est, je pense, malgré tout indispensable dans la mesure où effectivement on n'a pas tout de suite la maturité pour attaquer des textes. Non, il y a toutes sortes de profils de jeunes. D'abord, effectivement, et puis c'est bien de pouvoir, malgré tout, faire lire des textes à un public plus jeune pour qu'il s'intéresse au moins à la littérature au départ. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. Pour en revenir à vos livres, donc en fait, Emmanuelle,
Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans ce roman et en quoi ça te paraît être adéquate ou correspondre à l'idée que tu te fais de l'adolescente, justement? Qu'est-ce que tu as voulu dire et c'est deux questions en une. Hein. Oui, c'est ça, deux questions en une. Ouais. Alors, d'abord, ce que j'ai voulu exprimer, ça c'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre. Je ne commence jamais un roman en me demandant ce que je veux exprimer. Je raconte une histoire. Si tu veux. J'ai pas de. Il y a des écrivains très thématiques, on va dire, qui veulent s'engager à parler de tel thème ou de telle cause, etc. Moi, je viens du scénario et donc je pars du principe qu'un bon livre commence peut-être par une bonne histoire. Donc voilà. Mais par contre, l'idée d'écrire une histoire d'amour, elle s'est imposée tout de suite. Parce que pourquoi d'ailleurs, je sais pas, moi j'en sais rien, ça me fait complètement fantasmer les amours ados, voilà, c'est tout, c'est quelque chose qui m'exalte et que j'avais envie d'explorer, sans doute aussi parce que mon adolescence s'est rappelée à moi sous la forme de l'histoire d'amour, voilà. C'était des moments extrêmement exaltants et la rencontre du premier amour, c'est quand même quelque chose qui vous reste chevillé au corps et à l'âme jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai voulu. Peut-être qu'il y avait chez moi, de manière un peu inconsciente, parce que c'est maintenant que j'y pense, parce que tu poses la question, il y avait chez moi peut-être l'idée d'écrire une histoire d'amour un peu intemporelle, alors qu'elle est très ancrée dans le présent, mais qui pourrait, quelque chose de Roméo et Juliette. Voilà, oui, sans doute que ça m'habitait sans que je le sache, et voilà, deux personnes que tout oppose et qui vont casser toutes les frontières pour se trouver et pour se découvrir malgré tout. Oui, voilà, c'est sans doute. C'est sans doute ça. Alors après, comme tu disais très bien dans la question, il y avait le passage, l'idée qu'on se fait de l'adolescence. Parce que c'est vrai, quand on écrit des romans où il s'agit d'adolescents, de gens très jeunes et qu'on a depuis longtemps passé l'âge, on travaille avec le souvenir qui est évidemment une reconstruction, puisque le souvenir, c'est jamais fidèle. C'est quelque chose de très... Voilà, avec des tas de couches qu'on y ajoute avec l'âge. Et c'était effectivement quand même un défi d'être à la fois crédible pour des jeunes aujourd'hui, puisque je savais que les gens qui allaient me lire, ils allaient peut-être avoir l'âge de Trinity et Terence, bien que souvent, j'ai quand même vu des gens plus âgés aussi. Hein, comme tu disais, on ne sait plus très bien à quel âge on est ado, mais en tout cas, ça se termine très tard aujourd'hui, on va dire. Il y a encore des jeunes qui se définiraient presque comme des ados et ils ont 27 ans. Quoi. Moi, mes filles, elles ont entre 23 et 29. Je crois qu'elles se considèrent encore comme des ados. Mais donc, voilà, l'adolescence, c'est long. C'est un livre qui est lu par des gens plus âgés, mais je voulais aussi que les gens de 15-16 ans puissent s'y retrouver, puissent s'identifier. Et c'est pas toujours évident, parce que je suis tombée sur des classes que j'ai vues de gens de l'âge de Terence et Trinity qui avaient l'air de trouver ça totalement, comment vais-je dire, hors de leur portée. J'ai eu ça une seule fois. Après, bon voilà, c'est à ça qu'on s'expose quand on écrit aussi pour les jeunes et qu'on va à leur rencontre. C'était un peu, ils ont aimé, mais enfin, ils se sont bien plu à le lire. C'est juste que pour eux, c'est pas leur vie, c'est pas eux, ça n'a rien à voir. Là, ça m'a quand même un peu secoué, mais voilà, ça arrive. C'est peut-être aussi le fait que les rencontres avaient lieu en France ou en Belgique. C'était en Belgique. Oui, et c'est vrai que le roman se passe en Angleterre. On en parlera tout à l'heure de ça. Et il se passe aussi beaucoup dans la nature, c'est très très important dans ton roman. Or, effectivement, c'est peut-être pas le milieu de vie quotidien de nombreux lecteurs, quoi. Ça peut paraître un c'était petit des ruraux. Donc, oui, c'était des gens qui vivent dans des villages et tout ça. C'était même pas cette dimension-là. C'était vraiment le couple que forment Terence et Trinity, la manière dont ils se rencontrent, l'espèce d'évidence de la passion, du désir, de l'intérêt. Tout ça pour eux, c'était... mais je crois que c'est... Enfin, peut-être parce qu'il y a une forme de vie virtuelle aujourd'hui tellement prégnante qu'ils ont beaucoup de mal à se représenter la vraie vie. Et voilà, il y a ça aussi. Enfin, il y a un jeune homme qui m'a demandé hier, c'était vraiment très intéressant, parce que j'ai vu une classe de migrants, en fait, qui sont temporairement... Enfin, voilà, qui ont une forme d'enseignement temporaire, et donc on leur avait lu le livre à voix haute.
C'est extrêmement émouvant pour moi de savoir ça avant de commencer. Et donc ils étaient là, et il y a un jeune homme qui est beaucoup intervenu et qui m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre sans portable? Et dans son regard et dans sa voix, il y avait quelque chose de profond, d'intense. J'avais l'impression que c'était une question de vie ou de mort. Enfin, il y avait un truc vraiment étrange. Et je dis, si je l'écris, oui, c'est parce que j'y crois, même si effectivement ça peut sembler fou. Mais c'est peut-être là qu'est la liberté et oui. là qu'est et ça avait l'air de résonner. Oui, c'est effectivement, ça fait allusion à un événement de ton roman où les deux jeunes décident de se débarrasser de tout ce qui les relie à leur famille, à leurs amis, et de jeter les portables. Donc, ils détruisent violemment. Voilà, ouais. Donc effectivement, ça peut choquer, je pense. Et toi, Gilda, dans Vindicte, c'est peut-être moins la figure de l'adolescence que l'on voit. Pour moi, j'ai vu surtout une femme, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu un message que j'essaie de faire passer au fur et à mesure de mes livres, même si c'est beaucoup plus présent dans celui-ci que dans les autres. Mais quelque part, moi, pour l'instant, mon parcours en littérature, il ne fait que 3 livres, et je me rends compte au final qu'il y a un message qui est un petit peu transversal à tout ce que j'ai pu écrire. C'est un peu cette question par rapport à notre humanité, l'humanité dans le sens bienveillance, et dont on s'est un petit peu auto-proclamé les seuls êtres à en être pourvus, alors qu'en fait on est les seuls à ne jamais en faire preuve, quoi. Sur tout ce qui est vivant, en fait. Il n'y a pas une espèce au monde qui détruit autant que la nôtre. Même sa propre espèce, il n'y a pas une espèce qui tue pour tuer, elle tue pour se nourrir. Nous, ça ne pose pas de problème. Et on se dit malgré tout doté d'humanité. Et c'est un peu ce qui est un peu transversal dans tout ce que j'écris. Je m'en rends compte au fur et à mesure de ce que j'écris. Et là, dans celui-ci, je me suis dit qu'en fait, à force d'écrire des personnages un petit peu tordus et malsain, j'avais envie de faire passer ce même message-là, mais sous un autre prisme. Et je trouvais que le prisme d'une femme, même si je suis un homme, c'était déjà un défi d'essayer de le faire, pour moi. Et oui, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tellement persuadé que le monde actuel ne serait pas le même si c'était les femmes qui étaient au pouvoir depuis longtemps, parce qu'il y a un rapport à la maternité, un rapport à la vie qui n'est pas le même que les hommes, qui eux ne font que la détruire alors que les femmes la donnent. Je pense que si effectivement on leur avait laissé le pouvoir, ce qui n'est pas le cas, ce qui a priori va être un peu compliqué pendant encore un peu de temps, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et j'espère à travers cette histoire-là, c'est le message que j'arrive à faire passer, même si c'est sous-jacent, mais voilà, c'est l'idée que effectivement cette question d'humanité, en fait, elle n'existe que chez les femmes finalement. C'est non, mais dur. C'est adorable, mais c'est complètement angéliste. Oui, mais ça me plaît. Je pense qu'on manque un peu d'angélisme aujourd'hui, oui, et que si le monde était un peu plus angélique, on n'en serait pas là. Oui, mais je crois que c'est précisément le genre de fantasme qui est dangereux dans la mesure où ça crée encore ça ouvre le gouffre encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que très sincèrement, en tant que femme, avec ma part d'ombre, qui est énorme en fait, je l'assume, hein, c'est comme ça. Moi, je suis pas du tout. Alors, j'ai donné la vie et tout ça, mais je crois pas que et à mon avis, beaucoup de mes congénères diront la même chose. Nous ne nous sentons pas nécessairement supérieurs en termes de pacifisme, de bienveillance, de bonté. Je crois pas. Je pense qu'on est tous sapiens. Tu vois, c'est notre espèce. Et quand tu disais, et là, je te rejoins totalement. Notre espèce est une espèce dévastatrice, c'est une espèce assez mortifère, puisqu'elle donne la mort, elle détruit le vivant. Et franchement, c'est vrai que depuis l'existence de la vie, on peut chercher longtemps pour trouver une espèce aussi terrible que la nôtre. Mais par contre, au sein de notre espèce, je ne crois pas qu'il faille faire une telle différence, parce que je pense que nous sommes tous des sapiens. Alors, ce qui nous différencie, c'est vrai que les femmes donnent la vie, c'est une réalité. Mais est-ce que ça en fait les dépositaires d'une espèce de bonté comme ça, un peu idéale et qui serait notre apanage? Ça, vraiment, je ne le crois absolument pas. Non, mais on a tous une part d'ombre, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis complètement d'accord. Qu'on soit homme ou femme, il n'y a pas de souci. On l'exprime pas de la même manière. Enfin, non, là où j'interroge notre humanité, c'est sur le fait qu'en fait, on s'est considéré comme des sapiens, et il est là le problème, en fait.
Et à partir du moment où on se considère plus comme des animaux, on n'agit plus comme des animaux. Alors qu'en fait, si on agissait comme des animaux, les femelles, malgré tout dans la nature, ont un rapport à la vie qui est différent des mâles. Elles sont protectrices de la vie plus. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, je pense juste que si on se considérait comme les animaux que nous sommes en réalité, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors je te rejoins. Là, je vois ce que tu veux Donc dire. c'est super, ils se sont mis d'accord. On va pouvoir reprendre le fil de notre conversation. Mais c'est passionnant quand même. Très passionnant. Ouais. Gilda, on en revient à toi et à ton roman. Il se passe donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu comme ton premier roman adulte, Le goût de la viande, se passait alors pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi à la fin et après. Est-ce que ces époques de guerre te motivent pour écrire? Est-ce que là, tu y trouves un intérêt? Pardon. Alors ça va être complètement bizarre par rapport à ce que je viens de dire. Parce que moi, je suis lorrain à la base, donc effectivement, j'ai été vachement bercé avec toutes ces histoires des guerres et de conflits, surtout la première, et puis après la deuxième, parce que mon grand-père a été en camp de travail. C'est pas les mêmes histoires, mais chaque année, on allait chaque année avec l'école, j'allais à Verdun voir les champs de bataille. Et malgré tout, ce sont des périodes qui sont hyper intéressantes à étudier, quoi. Donc j'ai été passionné par ça, même si c'est une boucherie horrible et que j'essaie de dire l'inverse dans les bouquins, mais à étudier, c'est formidable, quoi. C'est tragique de dire ça, mais c'est quand même des périodes qui m'ont passionné. Et je reste convaincu aujourd'hui, je sais pas moi qui suis convaincu tout seul d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la situation qu'on voit, elle est la conséquence de ces deux conflits qui n'ont jamais été réglés vraiment, en fait. Donc la seconde était une répétition de la première, et puis là on arrive à une situation où on se pose la question de la troisième, qui sera inévitablement les conséquences des deux autres qu'on n'a pas réglées. Et je ne sais plus quelle était la question, je me suis perdu tout seul. Je t'ai demandé, excusez-moi, je te posais la question de ton intérêt pour les fins de guerre, et donc tu y réponds. Hein. C'est notamment la fin. Ce qui arrive à Arsinoé, c'est la guerre est finie, enfin, c'est l'époque de la libération, mais la vie normale n'est pas encore tout à fait réinstallée. Non, parce que... Puis en plus, pour ces femmes-là, il n'y avait plus de vie normale, de toute façon. Voilà, de toute façon. C'était compliqué. Oui, après, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de silence et beaucoup de choses qui se sont tues et qui n'ont pas permis à ces femmes-là de revivre pour autant, d'ailleurs. Mais oui, c'était une reconstruction impossible. Et juste pour faire le lien, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du premier, du goût de la viande, le personnage d'Arsinoé, il est né aussi en partie à cause de Hyacinthe, du premier, qui est un personnage absolument détestable et horrible, et j'avais besoin de me détacher de ce personnage-là, et c'est pour ça que j'ai voulu créer un petit peu l'antithèse de ce personnage-là à travers Arsinoé, en fait. Oui, ça se sent. Oui, d'accord. Je voulais juste, avant de repasser le micro à Emma, te poser une question sur est-ce que le fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y ait une période quand même assez étudiée au lycée, au collège, au lycée, la littérature jeunesse a produit énormément de livres se passant pendant les guerres mondiales, notamment la seconde, un petit peu moins maintenant, mais à une époque il y avait vraiment beaucoup de livres. Est-ce que le fait que ce soit cette époque-là a favorisé un peu l'émergence de ton roman dans une collection pour jeunes? En fait, moi, je faisais le constat, parce que j'ai une fille qui a 16 ans, et puis je me rendais compte que, alors moi, peut-être que je l'ai fait à outrance, parce qu'effectivement, j'étais en Lorraine au moment où, enfin, à l'adolescence, et donc effectivement, depuis, même, on va dire, de primaire jusqu'à l'adolescence, on a fait quasiment que ça. Donc, je l'ai peut-être traité trop. Mais j'ai l'impression que dans le programme, malgré tout, aujourd'hui, on survole plein de trucs de ces deux conflits-là, parce qu'ils ont d'autres choses à prendre aussi, mais que du coup, on s'y arrête moins. Et j'avais envie, en fait, malgré tout, d'essayer de ramener possiblement un petit regain d'intérêt sur cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur cette période-là, parce que, au regard de ce que ma fille a dans ses livres d'histoire, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont survolées, pas passées sous silence, mais survolées, que ça me semble important qu'il reste des traces encore aujourd'hui, et peut-être de les remettre un petit peu au goût du jour, quoi. D'accord. Moi, je trouve que ton texte, par rapport à ce qui a été publié en littérature jeunesse sur la Seconde Guerre mondiale, j'en ai lu quand même pas mal, moi, des textes pour ados,
Toi, tu offres un angle quand même bien différent, un angle qu'on n'a pas vu beaucoup sur justement cette tonte des. Alors après, il y a aussi le fait femmes, il y a aussi une parole qui se libère un peu plus aujourd'hui. Je pense qu'avant, il y en a de moins en moins des femmes qui peuvent témoigner de ça. Et donc du coup, on s'autorise peut-être un peu plus à en parler. Pareil, il y a les femmes qui ont été tondues, mais même les bourreaux qui ont tondu ces femmes-là, c'est ce que je soulève aussi un petit peu dans le texte. Je ne sais pas comment ils ont vécu avec ça tout le reste de leur vie, quoi. Ça a été tué de la même manière, c'est-à-dire qu'il y en a très peu qui s'en sont vantés au final, et heureusement, heureusement qu'ils ont eu le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce que j'ai fait finalement. Mais c'est ce que je trouvais, c'est là où je trouve que le personnage d'Arsinoé fait preuve de bienveillance, ce que n'aurait pas été capable de faire un homme peut-être, c'est qu'effectivement elle soulève ce problème-là. Au moment où elle se fait tondre, elle pense à ce que ce mec va vivre après avoir fait ce qu'il est en train de faire. Et ça, typiquement, pour moi, c'est un truc qu'un homme n'aurait pas pensé, en fait. Alors, on ne va pas reprendre le débat. Mais effectivement, Emmanuel et moi, on avait bien remarqué ces intermèdes où ton héroïne reprend le fil de ses pensées avec beaucoup de bienveillance. Une sorte de bienveillance envers le public qui la regarde, son bourreau. Elle se pose des questions. Il y a aussi des petits intermèdes un peu plus lumineux dans ton texte, pourtant très, très noir et très, qui n'épargne pas trop le lecteur. Quand elle pense par exemple à son amour avec le soldat allemand. Et donc on a émis l'hypothèse que effectivement ces petits moments un petit peu plus lumineux dans le roman pouvaient être aussi une façon, dans un texte a priori quand même adressé à des jeunes, de le faire passer un peu mieux. Par rapport à ton premier roman adulte, par exemple. C'est quand même adouci. Je crois que tu viens un peu d'en parler en filigrane en disant que tu voulais présenter une version un petit peu plus positive que ton personnage de ton premier roman adulte. Oui, mais c'est pas lié. Le fait d'avoir un personnage qui est plus positif, c'est pas lié au fait que ce soit écrit pour les jeunes, en fait. Tu l'aurais fait de la même façon? Je pense que j'essaie de donner cette teinte-là, en tout cas à Arsinoé. Et d'ailleurs, malgré tout, les moments où c'est un peu plus lumineux, on éteint assez rapidement la lumière, en fait. Je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, le texte est bref, c'est un long monologue. Non, mais même sur ces passages-là, en fait. Oui, les passages sont oui, ça permet quand même de respirer un petit peu entre les moments où ça va replonger après encore plus dans la noirceur. Je trouve qu'à certains moments, quand on s'échappe avec elle, dans les petits moments de bonheur, on respire. Ça fait. Oui, après, je pense, mais ça, encore une fois, je pense que c'est pas lié à cette collection-là, ou le fait que je pense qu'on a aussi besoin de ça dans un récit, c'est-à-dire qu'il faut des respirations, justement, peut-être pour encore plus ressentir les moments de tension. Et donc il me fallait forcément ces passages-là un peu plus calmes, quoi. Moi, je ne t'ai pas lu, mais comme ça raconte une histoire d'amour. Enfin, cette femme est tondue parce qu'elle a vécu une histoire d'amour avec cet Allemand. Donc, si on n'avait pas ces moments, c'est pas des moments de respiration, c'est juste l'histoire de cette femme, en fait. C'est dans la façon dont Gilda l'a écrit, j'ai trouvé que comme c'est un grand monologue, un espèce de grand monologue, moi je l'ai ressenti comme un grand monologue intérieur, et à un certain moment, elle aussi a besoin de s'échapper vers ces petits moments de bonheur pour échapper à ce qu'elle est en train de vivre. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. Emmanuel, donc tu nous as parlé effectivement de l'écriture de ton roman, des contraintes et de l'encadrement par la directrice de collection, donc on ne va pas trop y revenir. Il y a une chose qu'on a remarquée dans ton roman, c'est que quand il est question de la jeune fille, Trinity, elle parle à la première personne du singulier, elle dit « je », alors que Terence, c'est la troisième personne du singulier. Pourquoi ce choix d'écriture ?
c'est arrivé, ça s'est imposé comme ça. Trinity est arrivée la première. Enfin non, j'ai imaginé les deux personnages en même temps, mais je savais que c'est Trinity qui allait ouvrir le roman. C'était pour moi une évidence, avec son côté assertif et cette force qu'elle a, cette énergie, ce souffle vital, cette maturité et tout devait s'exprimer en jeu. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange parce que comme je fais assez peu de pronostics, j'essaye de pas trop figer, si tu veux, la manière dont le récit va se dérouler à l'avance. Moi, j'aime bien me laisser un peu surprendre. Et c'est vraiment, c'est arrivé comme ça. Je me suis exprimée à la première personne. Et pour Terence, qui effectivement est un caractère très différent, avec cette réserve qu'il a, ce côté très lunaire, un peu mélancolique aussi. Elle est habitée par une grande tristesse, Terence, au fond, une grande solitude. Eh bien, cette troisième personne était naturelle. Après, c'est une troisième personne qui, quand même, parfois se ressemble un peu à une première. Oui, parce qu'à la fin, tu dis nous. C'est nous qui est employé pour parler du couple, quoi. Du coup, il rejoint en quelque sorte. Il rejoint un peu, voilà, à partir du moment où lui-même évolue dans cette relation et sort s'extire de son marasme et de sa déprime pour découvrir quelque chose de lumineux avec elle. La troisième personne se rapproche assez organiquement d'une première, mais c'est jamais un truc que je me dis théoriquement. D'accord. Ça arrive, voilà. Ok, très bien. Emmanuel, donc on a remarqué dans ton roman. Qui se passe en Angleterre et où la culture anglaise est quand même très présente, aussi bien la littérature et la musique, puisque donc c'est une chanson du groupe The Cure qui donne le titre de ton roman Au bord du monde. Est-ce que tu peux nous parler de cela, qui se trouve aussi dans ton dernier roman adulte, je trouve, Flamboyant crépuscule d'une vieille conformiste. Flamboyant crépuscule d'une vieille conformiste, où je trouve que ton personnage se sent très proche de sa petite fille Victoire, et du coup il y a une sorte d'admiration d'admiration pour aussi la musique, la culture que Victoire apprécie. C'est une vieille dame de 81 ans qui adore Kurt Cobain, en gros. Voilà. C'est parce que sa fille qu'elle a, sa petite fille, mais surtout sa fille Dorothée aimait cette musique et elle l'a découverte malheureusement dans des circonstances tragiques, et donc ce chanteur devient pour elle très important. Mais c'est vrai que la musique pour moi d'abord c'est tout le temps là quand j'écris. Donc je suis parfois incapable d'écrire sans. Alors c'est pas systématique, mais quand même. Et j'ai le sentiment que c'est une des sources d'inspiration fondamentales pour moi. Ensuite, l'Angleterre, puisque tu parlais d'abord des îles britanniques, moi j'ai une passion pour les îles britanniques depuis l'enfance, depuis même avant d'y aller. Et c'est probablement à travers la littérature que cette passion s'est nourrie. Je parle dans le livre des sœurs Brontë, puisque là où ils fuguent dans le Yorkshire, ils passent tout près, ils vont d'ailleurs jusqu'à Haworth, qui est le presbytère des trois sœurs Brontë de Branwell, leurs frères, où ils ont vécu la plupart de leur courte existence. Et donc moi j'ai lu Les Hauts de Levant, je devais avoir 12 ans. On parlait des livres qu'on pouvait lire. Peut-être que c'est pas... Pour moi, j'étais complètement transportée. Je l'ai relu après plusieurs fois et j'ai chaque fois découvert d'autres choses. Mais à 12 ans, ça a forgé plein de choses chez moi, et probablement aussi un fantasme sur ces régions du nord battues par les vents, avec la mer jamais très loin déchaînée, quelque chose d'un peu... et qui continue à me hanter aujourd'hui, et je passe tout mon temps possible là-bas. Je n'y ai jamais vécu. Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais bon, ça ne s'est pas présenté. Je partage ça avec mon compagnon, c'est très bien, parce que sinon je devrais le traîner chaque année dans les landes humides du nord de l'Angleterre, ou en Écosse, ou au Pays de Galles. Mais donc voilà, et c'est vrai que parmi mes romans, l'Angleterre revient de manière régulière. Elle est d'ailleurs dans le dernier. Le dernier en général. Il y a toute une partie de mon 6e roman, Les Reines, qui est un livre d'anticipation qui se passe en Écosse. D'ailleurs, on parlait du pouvoir des femmes. Eh bien, c'est un livre où j'imagine que dans 500 ans, les femmes dirigent le monde. On y revient. C'est pas joyeux, mais bon, voilà.
mais bon, il y a matière à, enfin voilà. Mais voilà, et donc Angleterre, alors Angleterre et rock'n'roll, ça marche évidemment Ouais, ça va très, très ensemble. bien. Moi, je suis une ado des années 80, donc quand j'avais 16 ans, c'était la grande époque des Cure, de Joy Division, de Smith, tous ces groupes extraordinaires qui m'ont aussi forgé. Je me suis très fort. C'était une époque où l'identité se créait beaucoup autour de la musique, hein, autour du rock, autour de tout ça. Et voilà. Et ça m'a fait énormément plaisir d'imaginer un ado de 16 ans qui aujourd'hui adore Cure, Morrissey, et qui les écoute. Et puis voilà, cette chanson de cours, Plain Song, elle est absolument sublime. Et effectivement, elle a donné son titre au livre. Alors, comme leur fil, on va en revenir un petit peu au sujet de cette table ronde, littérature adulte, littérature ado. Est-ce que, d'après vous, la frontière est franche et on peut vraiment l'attirer? Est-ce qu'elle est très marquée? Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs? Est-ce que vous pensez qu'il y en a vraiment une? Non, moi je pense que parce qu'on a un peu touché au sujet tout à l'heure, moi je pense que la frontière elle est relativement floue dans la mesure où on n'aborde pas l'adolescence. Enfin, l'adolescence n'est pas la même pour personne en fait, et qu'il faut qu'elle reste floue et que chacun trouve un petit peu sa place là-dedans. C'est un peu compliqué d'ailleurs, c'est un peu tout l'enjeu de l'adolescence, mais en littérature aussi, je pense qu'il faut permettre à tout le monde de trouver là où il se situe au moment où il est prêt à lire certains textes et pas d'autres, mais c'est pas parce qu'il n'est pas prêt à ce moment-là qu'un an plus tard, ça sera peut-être une autre période de l'adolescence, mais voilà, je pense qu'il faut entretenir ce flou-là et voilà, permettre surtout d'aborder, de permettre aux jeunes d'aborder la lecture par un moyen ou un autre, et parce que moi je suis persuadé qu'on a tous un lecteur qui sommeille en nous et qu'il se réveille au moment où on fait la rencontre avec le livre qui va nous toucher. Et c'est ce que j'essaie de dire quand je fais des rencontres avec des élèves, c'est qu'il faut malgré tout s'accorder cette chance-là et donc de tourner les pages d'un bouquin, même si c'est pas le bon, lire les 3 premières, et jusqu'au moment où on va tomber sur le bouquin qui va nous laisser sur le cul, quoi. Et donc ça peut arriver à n'importe quel âge. Donc je pense qu'il faut proposer des textes qui peuvent toucher à n'importe quel âge. Donc moi j'aurais du mal à situer une vraie barrière. Et même sur Vindicte, je me rends compte qu'il y a plein d'adultes qui le lisent, quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. On a énormément de lecteurs et de lectrices à lecture en tête qui nous ont dit ou ont dit de toute façon Vindicte, pour moi c'est pas un roman jeunesse. Enfin voilà, là on a vraiment senti que c'était un livre qui trouvait son lectorat aussi bien chez des jeunes que des adultes, quoi. Ouais, Clairement. Et puis je crois qu'il faut entretenir ça, quoi, en fait, que chacun puisse sentir la maturité dont il est prêt à consacrer à chaque livre, en fait. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est vrai que quelquefois, on sent bien que dans la tête des adultes, c'est un roman jeunesse. On a l'impression quelquefois que ça reste encore comme une espèce de sous-littérature et qu'il ne faut pas trop s'en approcher parce que peut-être que c'est pas bien écrit. Mais ça repose malheureusement sur une réalité. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas bien écrits. Et qu'aujourd'hui, je suis désolée, je vais de nouveau faire mon oiseau de mauvais augure, mais il y a quand même un gros problème. Alors, on peut parler de ces moments où on se sent assez mature pour accéder à certaines choses, etc. Il y a quand même un gros souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question de marketing. Chaque niche littéraire répond à un désir des éditeurs de se faire de l'argent. Enfin, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Et donc, nous, évidemment, les braves auteurs sommes les premières victimes de cette affaire-là. On est tout au bout de la chaîne, hein, si on devait... voilà. Les éditeurs qui prennent des décisions, qui justement mettent des gros coups de marketing sur des collections, etc., qui essaient de toucher le public, etc., ça nous dépasse complètement. Là, j'ai quand même un peu l'impression que par rapport à qu'est-ce que la littérature jeunesse, est-ce qu'il y a des frontières, etc., on est en train de parler comme si on habitait chez les bisounours. Et en fait, ce n'est pas ça. La réalité de l'édition aujourd'hui et la réalité de ce qu'est la littérature aujourd'hui, d'abord, elle est très très en danger, ça c'est ce que je crois, mais en plus, elle est
vraiment dirigés par des énormes groupes financiers qui vendent des livres comme ils vendent des frigos. Et je le dis parce qu'il y a 3 jours, j'étais avec mon éditeur que j'adore, mon directeur éditorial du Cherche Midi, qui est un vrai amoureux de la littérature, qui défend ses auteurs et qui se bat tous les jours dans un groupe gigantesque qui aimerait qu'ils vendent des frigos. Mais lui, il dit non, moi je vends des livres. Donc je continue à essayer de me battre. Et donc la jeunesse est aussi victime de ces pressions financières et victime de cette espèce de grosse campagne marketing qu'ils doivent... alors, je parlais avec une amie qui publie chez Flammarion, c'est Agnès Mathieu-Daudet, c'est un super écrivain, je l'adore, et c'est une super femme, et elle écrit aussi en jeunesse à l'École des loisirs, elle a écrit chez Rajo, enfin bon... Et elle me disait, parce qu'elle habite Paris, elle entend beaucoup plus les rumeurs et les machins que moi. Moi, je viens de ma campagne belge et donc je débarque toujours à Paris. Alors elle me dit plein de choses. Et elle me racontait que elle sait maintenant, voilà, que quand un livre marche très très bien en jeunesse, mais vraiment gros succès, on essaye de trouver des auteurs qui font la même chose. Et on se dit, de toute façon, il y a une demande pour ça, donc on va resservir ce potage aux carottes, qui va être peut-être pas tout à fait épicé pareil, mais enfin bon, et on est cool. Et ça, voilà. Et c'est ça la réalité. Donc, quand je vous dis ça, alors vous allez sortir des sites déprimés et tout ça. Bon, attention, il y a encore, voilà, il y a des. Enfin, nous on fait, je pense, Gildas et moi et plein d'autres auteurs, tous ceux qui sont ici d'ailleurs, on travaille honnêtement et on fait ce qui nous semble être juste par rapport à qui on est, et vrai et sincère et honnête. Alors après, que ce soit des chefs-d'œuvre, ça c'est autre chose. Mais on fait honnêtement notre métier. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on essaye de vous mettre dans des cases. Et ces cases, bon, voilà. Ici, il s'avère qu'au bord du monde, ça rentrait quand même dans quelque chose qu'on attendait vaguement. Mon deuxième roman, ça rentre moins, donc je ne sais pas trop quoi en faire. On me dit, ouais, mais ça va. Et en fait, vous êtes ballottés, et finalement, c'est le public, je crois, ultimement, parce que quand je dis on est tout au bout de la chaîne, c'est peut-être vous, le public, qui est tout au bout de la chaîne, parce que finalement, quelles sont les premières victimes de cet état de fait? Ce sont les lecteurs, à qui on donne des espèces de choses formatées, en disant, vous êtes la cible X, et vous êtes la cible Y, et vous allez acheter parce que vous serez sensible à la couverture, et donc il faut, mais là c'est entre vos mains, entre les nôtres qui écrivons et qui continuons à faire notre métier le plus sincèrement et le plus loyalement possible, et puis c'est aussi aux lecteurs de dire, non, on n'a pas envie qu'on nous mâche le truc, et on veut pouvoir casser ces barrières qui sont de plus en plus rigides en fait, entre, alors je parle même pas des sous-genres, parce qu'on, Emma, tu disais très justement, les gens se disent, oh c'est peut-être moins bon. Oui, peut-être c'est un peu vrai aussi, puis il y a des très bonnes choses aussi, et par ailleurs la littérature de genre est aussi totalement déconsidérée, alors qu'il y a aussi de bonnes choses, et que certaines personnes n'iront jamais acheter de la littérature de genre, parce que tout ce que font les éditeurs et ce que fait le pouvoir de l'argent, en réalité, c'est de séparer et de faire des niches et des alcôves, et vous rentrez dedans, et voilà. Il faut casser tout ça, il faut aller voir partout. Et peut-être que justement, en allant voir partout, si le public va voir partout et qu'il échappe à ce qu'on a envie de lui faire faire, peut-être que les livres seront d'autant meilleurs. Je le crois. Voilà. Et qu'on ne prendra plus les gens pour des cons. Gilda a quelque chose à dire. Oui, je ne suis pas tout à fait complètement d'accord avec le truc. Voilà. Mais en revanche, j'ai dit complètement d'accord. Il y a des choses sur lesquelles je te rejoins, mais je trouve que c'est important. Je pense que l'enjeu, alors effectivement, il y a un système économique qui doit fonctionner, pas fonctionner, donc il faut publier des choses pour essayer de rentrer dans les niches. Mais moi, j'aurais adoré à l'époque où j'étais jeune, qu'il y ait des bouquins qui correspondent à ma niche et que je trouve et qui m'auraient peut-être permis de découvrir la littérature plus tôt. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, surtout aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile de tenir un ado devant un livre, l'enjeu il est de lui trouver quelque chose qui va lui plaire. Et donc malgré tout, moi je suis pas fan de la romance, tous ces genres de trucs, ça me plaît pas. Mais si ça permet à quelqu'un de rentrer en littérature, moi, je trouve que c'est important que ça existe, quoi. Et là, je te rejoins, c'est vrai, parce que ça, c'est le côté un peu moins moche de l'histoire, c'est qu'en fait, dès qu'on pousse la porte d'ouvrir un livre, dès qu'on ouvre un livre, n'importe quel livre, même une merde intégrale, c'est quand même toujours ouvrir un livre. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et peut-être ça amènera à un peu moins merdique chaque fois. Et donc, le dernier truc, c'est que je pense que malgré tout, sur les merdes intégrales, les auteurs qui les écrivent le font avec conviction malgré tout. Ah, mais c'est ça le pire.
Mais non. C'est même pas cynique. Ils sont trop mauvais. On va pas y Mais arriver. voilà, c'est comme ça. Bon, je crois que là, on va pas y arriver. Donc, on a un peu dévié de notre plan d'interview très structuré, mais ma foi, c'était avec beaucoup de plaisir et on est là pour ça. S'ennuie quand voilà, même. tout Non, à je sais fait. pas. Ouais, ouais. Vous avez très bien rebondi toutes les deux. Hein. Vous de même. Alors, juste pour finir, parce que je crois qu'on arrive à la fin de notre table ronde et ensuite il y a la remise des prix. Parce qu'il y a un concours d'écriture aussi qui est organisé pour chaque année pour des jeunes auteurs en herbe. Et la remise, l'annonce des lauréats a lieu tout de suite après là. Donc je termine vite. Alors juste une petite question, est-ce que sur vos projets d'écriture, je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en jeunesse et est-ce que vous en avez d'autres aussi en vieillesse, enfin On a dos sur le retour, quoi. Moi, je viens de finir un texte qui est pas beaucoup plus gai que celui-ci, mais qui traite d'une histoire beaucoup plus contemporaine et qui me semble pouvoir convenir à un public ado, jeune adulte, voilà. Donc, il est fini, il est en relecture. Je sais pas ce qui va advenir de ce texte-là, si ce sera dans quelle collection il sortira. Ouais, il est en relecture chez Inuit, chez ton éditeur. Ouais, pour l'instant, il est que chez Inuit, sauf s'il me le refuse, je l'enverrai ailleurs. Et ben voilà. et après, j'ai un autre projet sur un roman, là, on va dire littérature générale, qui est en cours aussi, mais qui a pris du retard. D'accord. Emmanuel ? Eh bien, moi, j'ai un projet, donc je ne sais pas un projet, il est fini. J'ai un roman totalement orphelin, qui n'a pas trouvé preneur, et donc je cherche activement, qui est destiné à la jeunesse, je le pense, même si apparemment c'est une jeunesse un peu plus vieille que celle-là. Mais bon, celle-là, d'ailleurs, juste tout ça est tellement flou. On va reprendre le débat, là. Voilà. Et puis, sinon, j'ai un roman qui va paraître au Cherche Midi en janvier 2026, dans un peu moins d'un an, et qui est là de la littérature générale, qui se passe sur 2 époques. L'histoire d'un archéologue en Écosse qui tombe sur une tombe viking, sur une sépulture d'une 3 personnes, et il fantasme totalement sur ces gens qui sont morts. Et parallèlement, on a le récit à la première personne de cette femme morte, dont le squelette est dans la tombe. Voilà. Très bien. Bah, écoute, ça nous fait envie. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci au public. Merci d'être venu. Merci à vous.